20h, bienvenue à tous dans le journal de RTI 1. À la une ce soir, la rentrée judiciaire 2021-2022. La cérémonie solennelle a vu la prestation de serment de 2 magistrats militaires et 3 greffiers militaires. Ils sont désormais chargés de juger et prononcer des verdicts équitables en vertu des lois et pouvoirs qui leur sont conférés. Les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire disposent depuis 1989 de services de neurochirurgie. Le CHU de Cocody va plus loin avec des techniques opératoires peu vulgarisées. Nous y ferons un tour pour découvrir cette innovation de la neurochirurgie en Côte d'Ivoire. En Égypte, un musée à ciel ouvert a été inauguré. Les temples et les sphinx de Karnak ont été rénovés afin de redynamiser un secteur fragilisé par la crise à Covid-19. Plus de 400 jeunes artistes ont défilé pour cette cérémonie d'inauguration grandeur nature. Et puis au Burkina Faso, des manifestations de colère dans les rues. Les forces de sécurité ont dispersé le rassemblement interdit. Les manifestants réclament la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré en raison des violences djihadistes qui ne cessent d'endeuiller le pays. Bonsoir à tous. Dans la page culture ce soir, voilà pourquoi, un recueil de contes de Bamoro Traoré de Kong. L'auteur, le professeur Yacouba Konaté, est avec nous. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. À travers cette œuvre, vous livrez un pont d'histoire contenu donc dans les contes de Bamoro Traoré, maître de la parole dont les tournures de phrases et les paroles inspirées ont marqué la rhétorique des peuples du Nord. Nous allons en parler et vous retrouver avec grand plaisir donc dans une trentaine de minutes. C'est moi qui vous remercie. À tout à l'heure. Nous sommes le 27 novembre. Le chef du gouvernement ivoirien est rentré des Émirats arabes unis. À la tête d'une délégation de 7 ministres, Patrick Hachi a fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire devant les investisseurs de Dubaï et du monde entier. L'état-major a abrité la cérémonie de prestation de serment et d'installation de 2 magistrats et 3 greffiers militaires. Une cérémonie solennelle qui marque ainsi la rentrée judiciaire 2021-2022. Souleymane Donisongou et Abou Sanogo. Anewa Doué Amla, commissaire de police de première classe, le capitaine Ahmed Soumaoro, le sous-lieutenant Alakwaku Kwadjo Abib Romeo, les sergents-chefs Dakouri Georges Armel et Yapo Adon Jean-René ont été admis après plusieurs mois de formation à accéder au rang de magistrats militaires et greffiers militaires. Ils auront la charge de juger leurs semblables et prononcer un verdict équitable en vertu des lois et des pouvoirs qui leur seront conférés. Les défis, c'est surtout pour aider les forces de l'ordre à rester dans la droite ligne. Nous allons nous effectuer à suivre les ordres déjà donnés, c'est-à-dire la probité, le respect de la loi. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan, le contre-amiral Ange Kessi Bernakwame, a fait des précisions sur les poursuites judiciaires des militaires en infraction et a rappelé à tous les procureurs, magistrats et greffiers le sens de la responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions, tout en prodiguant des conseils aux promus. Nous sommes engagés aux côtés du ministère chargé de la promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, de combattre ce fléau social qu'est la corruption. La lutte contre la corruption doit commencer par la remise en cause des magistrats eux-mêmes. L'autorité investie des pouvoirs judiciaires à l'égard des forces armées de Côte d'Ivoire a expliqué l'importance et le rôle du tribunal militaire d'Abidjan. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné-Birema Ouattara, engage les militaires à éviter des abus sur la population civile dont ils ont en charge la protection. Le tribunal militaire a fait beaucoup de progrès. Sur la houlette, le contre-amiral Ange Kessi, on ne peut que se féliciter du parcours qui a été fait et tout ce que nous pouvons leur souhaiter, c'est bonne chance et beaucoup de travail. Cette cérémonie marque la fin de l'année judiciaire écoulée et le début de la nouvelle année dont les audiences démarreront très prochainement.
Le gouvernement ivoirien veut favoriser le développement durable des villes tout en remédiant au déséquilibre de leur forme actuelle. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a levé un coin de voile sur cet aspect du projet gouvernemental. C'était lors d'une conférence débat. Voyons cela avec Cheikh Koné. Embouteillage, conflits fonciers, cherté de la vie, inondations, bref, c'est le sombre visage présenté par la majorité des grandes villes africaines. Si rien n'est fait d'ici 2050, en Afrique, 2 personnes sur 3 seront des citadines. En gros, des villages se transformeront en villes et des villes en mégalopoles. C'est tout le sens de cette tribune d'échange à laquelle on prépare les pouvoirs publics et membres du secteur privé afin de réfléchir sur les mécanismes pour maîtriser cette urbanisation galopante. Au cours des échanges, l'implication du secteur privé aux côtés du gouvernement dans le développement des pôles urbains est revenue comme une condition sine qua non. Le rôle du privé ne sera pas que financier à la fin, parce que l'État s'assoit, il définit, il réfléchit, après il cherche les moyens, mais c'est qui les moyens? C'est le privé, mais qui n'aura pas été impliqué en amont. Il n'aura pas pu dire ce qu'il pense, ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, ce qu'il veut à la fin, mais il ne se sentira pas concerné par tout ce que vous allez lancer. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres formules, mais il faut impliquer le privé en amont. En Côte d'Ivoire, les taux d'urbanisation connaissent une nette amélioration. Ils sont passés de 20% en 1963 à 55% en 2020, ce qui provoque bien évidemment une pression foncière source de nombreux conflits. Pour Bruno Nabagné-Koné, la solution réside dans la création d'emplois dans toutes les villes du pays. Donc pour réduire la pression sur la ville d'Abidjan, ce n'est pas un transfert de la capitale qui suffira, comme beaucoup peuvent le penser. Il s'agit de créer partout sur le territoire national des activités économiques, ça commence par cela, susceptibles de maintenir sur place les populations qui aujourd'hui, sans cela, malheureusement, viennent en ville, viennent dans les grandes agglomérations, ils viennent à Abidjan. Différents panels de haut niveau ont meublé cette conférence débat. Les experts ont proposé des solutions pour l'amélioration de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Le respect des lois de contrat de bail en Côte d'Ivoire a également fait l'objet d'insistance des panélistes. Dans l'actualité sanitaire, voyons maintenant le point de la maladie à coronavirus pour ce 27 novembre. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 18 nouveaux cas de coronavirus, 20 personnes déclarées guéries et 0 décès, ce qui porte à 61 704 le nombre total de cas confirmés dans le pays depuis le début de la pandémie. 4 390 681 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées du 1er mars au 26 novembre. Toujours en santé, on parle de neurochirurgie en Côte d'Ivoire. Le pays dispose depuis 1989 de services spécialisés en la matière. Le CHU de la commune de Cocody est même à la pointe de la technologie avec des innovations. Jean-Marc Djadji nous fait découvrir. Centre hospitalier universitaire de Cocody. Dans cet hôpital, avec une capacité d'accueil de plus de 300 lits, loge au 3e étage le bloc opératoire du service de neurochirurgie. À la salle numéro 8 attendent une équipe de neurologues, anesthésistes et d'infirmiers. Au nombre de 12, ils devront assister le neurochirurgien, le professeur Herman Nda. Ce professionnel est transfuge du service de neurochirurgie du centre hospitalier de Yopougon, délocalisé à Cocody. Il intervient pour une opération chirurgicale spéciale. Une thoraco-phréno-lombotomie sur une patiente âgée de 36 ans. La malade est admise pour la prise en charge d'une séquelle de tuberculose ayant atteint sa colonne vertébrale. Ses corps vertébraux endommagés sont reconstruits grâce à la thoraco-phréno-lombotomie, une innovation et une première au CHU de Cocody. La thoraco-phrénotomie ou la thoracotomie, déjà, c'est l'ouverture du thorax. Phrénotomie, parce qu'on va ouvrir le diaphragme, qui est une barrière naturelle entre l'abdomen et le thorax. Nous avons fait une tranchée dans l'os, donc ce qu'on appelle une corporectomie, sur la face latérale des corps vertébraux. Et après cela, nous avons pu encastrer ce qu'on appelle une cage de Harms, donc dans l'espace qui a été créé. Et cette cage de Harms servira de tuteur pour la greffe. L'objectif, c'est de créer un pont osseux entre les vertèbres. Après 5 heures d'intervention réussie,
La patiente aura un suivi post-opératoire pour une bonne rémission, et cela sur une durée maximale de 12 mois. Après la thoraco-phréno-lombotomie, on fera une radiographie de contrôle du dispositif à J3 pour voir si le dispositif est bien encastré entre les vertèbres. Cette patiente sortira entre J5 et J7. Elle sera revue 2 semaines plus tard, puis elle sera revue dans 3 mois avec un scanner de contrôle pour voir s'il y a un début de fusion, s'il y a un début de formation d'os entre les vertèbres. Depuis 2017, le centre hospitalier universitaire de Cocody enregistre une quarantaine d'opérations neurochirurgicales, dont 4 séances de thoraco-phrénotomie. Une trentaine de patients souffrant d'atteintes rachidiennes sévères attendent d'être pris en charge par des techniques antérolatérales de la colonne vertébrale. Avec un taux d'efficacité de plus de 90%, comme ce fut le cas pour une malade opérée ici à Abidjan, la thoraco-phréno-lombotomie s'avère une solution pour certaines pathologies neurologiques sévères. Les neurochirurgiens invitent donc les pouvoirs publics à la vulgariser pour une bonne prise en charge des malades dans les services de neurologie du pays. Les neurochirurgiens qui sont sur les vertèbres se sont appropriés cette technique. Aujourd'hui, on peut faire l'essentiel de la pathologie rachidienne en Côte d'Ivoire, parce que ces abords nous manquaient et nous les avons maintenant. Alors, la population doit être informée pour dire que c'est des techniques, certes complexes, mais qui sont faisables dans nos hôpitaux. Donc, pas besoin forcément d'aller dans des structures ailleurs pour opérer ces malades-là. Ces problèmes neurologiques, dits aussi maladies chroniques, augmentent le risque de formes graves de la Covid-19. Les maladies vasculaires et les infections neurologiques représentent plus de 50% des affections rencontrées en service d'hospitalisation neurologique, selon les spécialistes. Et voilà des interventions en neurochirurgie bel et bien pratiquées en Côte d'Ivoire et par des spécialistes ivoiriens. L'association Obésité Diabète de Côte d'Ivoire sensibilise et dépiste gratuitement. Une grande marche et une séance d'information a eu lieu dans la commune de Cocody à la faveur de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Astou Touré. Pour ma bonne santé, je réduis ma consommation d'aliments sucrés et gras. Pour ma bonne santé, je contrôle ma tension. Pour ma bonne santé, je pratique chaque jour un effort physique. Des messages pour sensibiliser la population sur les bonnes pratiques à observer pour éviter les maladies métaboliques telles que l'hypertension et le diabète. Cette marche est organisée par l'association Obésité Diabète de Côte d'Ivoire, AODCI, une action qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète. Cette année, nous avons choisi de faire une grande marche pour dire non au diabète et à ses complications, les AVC, les crises cardiaques, les amputations. Donc nous demandons à toute la population ivoirienne de se joindre à nous pour dire stop au diabète et à ses complications, afin que le monde entier sache que le diabète est un grand fléau et qui mérite d'être combattu par tous les moyens. Fitness et dépistage contre l'hypertension également au rendez-vous de cette commémoration. Je suis venue d'abord parce que ça me plaît, j'ai aimé, et puis à plus de cela, j'ai pris ma tension, ma glycémie, c'est important. C'est bien de faire le sport. Ça te permet vraiment d'éliminer beaucoup de choses dans le corps. L'occasion est bien tombée parce qu'il y a certaines personnes qui ont envie de faire, mais ils ne savent pas comment le faire. Les adolescents également sont de la partie. Ils veulent constituer un relais efficace auprès de leurs camarades afin que le message porte véritablement, mais surtout que ces bonnes habitudes soient incluses dans nos habitudes. C'est un appel à la jeunesse en fait pour prendre conscience que c'est une maladie qui est vraiment dangereuse. Environ 1000 personnes ont été dépistées. Nous poursuivons avec un communiqué du ministère des Ressources animales et halieutiques. Conformément au décret numéro 93-312 du 11 mars 1993 fixant les conditions d'exercice des professions touchant au commerce des animaux, des denrées animales et d'origine animale destinées à la consommation humaine, le ministre des Ressources animales et halieutiques porte à la connaissance de la population des éleveurs, des grossistes, des revendeurs, des vendeurs ambulants et occasionnels de volailles vivantes que la vente de volailles vivantes est une activité soumise à une déclaration obligatoire et ne doit s'exercer uniquement
que dans les marchés conventionnels et les points agréés de vente. Par conséquent, la vente de volailles vivantes aux abords des grandes voies, des carrefours, dans les quartiers et autres sites en dehors des marchés est interdite. À cet effet, les services compétents en la matière procéderont à la saisie systématique de toute volaille vendue en dehors des marchés. Monsieur le ministre compte sur la bonne compréhension de tous. C'est signé le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré. En politique, l'Union pour la démocratie et pour la paix, UDPCI, a célébré ses 20 années d'existence. Une célébration pour marquer son engagement. Le parti se dit déterminé à poursuivre sur sa lancée, à savoir rassembler les Ivoiriens afin de bâtir la nation dans la solidarité et la paix. Astou Touré. L'Union pour la démocratie et la paix, UDPCI, a 20 ans. 20 années célébrées à l'unisson avec les membres et sympathisants du parti venus des différentes contrées du pays et des personnalités politiques de l'opposition, en l'occurrence Pascal Afin-Guessan du Front populaire ivoirien et Henriette Lagou. Nous sommes venus pour manifester notre solidarité, pour démontrer aux yeux de l'opinion que nous sommes ensemble, pour encourager les militants à poursuivre la lutte et pour ensemble prendre des engagements pour la reconquête du pouvoir en 2025. C'est important que nous venions soutenir les aînés, l'UDPCI et son président Mabri, qui est un aîné, un grand frère et puis un ami politique. 20 années d'engagement, de dévouement et de résilience pour le rayonnement du parti Arc-en-Ciel retracé dans cette galerie. Ces festivités sont l'occasion pour Albert Mabri-Toikeus, président de l'UDPCI, de saluer ses militants et les inviter à rester mobilisés pour les prochaines élections. Allons en ordre de bataille afin de relever les défis qui nous attendent, notamment les échéances électorales à venir. Je vous engage donc à vous tenir prêts et mobilisés. Je le dis avec la conviction, le temps est venu pour l'UDPCI de gouverner autrement notre pays. Toute chose qui fait de notre future candidature une alternative crédible pour la Côte d'Ivoire. Hommage a été rendu à Feu Robert Guéhi, président fondateur de l'UDPCI, ainsi que d'autres membres ayant marqué la vie du parti Arc-en-Ciel. Enregistrement de nouveaux adhérents, lecture de motions de soutien et distinction des cadres du parti ont également été les moments forts qui ont marqué cette célébration. La célébration des 20 années de l'UDPCI se poursuivra dans d'autres régions du pays. On s'intéresse à cette opportunité d'emploi et d'auto-emploi pour les jeunes déscolarisés de Soubré et des localités environnantes. Une convention lie désormais le conseil régional de la Nawa à l'agence Emploi Jeunes. Le projet École de la deuxième chance est estimé à plus de 674 millions de francs CFA. Amadou Ouattara. À travers cette signature de convention, 300 jeunes de la région de la Nawa vont bénéficier chaque année d'une formation en entreprise et d'apprentissage individualisé. Le projet, dénommé École de la deuxième chance, va durer 3 années dans sa première phase pour un coût global de 674 millions de francs CFA, fonctionnement, réalisation des bâtiments et expertise internationale comprises. Avant sa mise en œuvre, un cadre de protocole vient d'être officiellement validé par le Conseil régional de la Nawa et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Si l'école de la deuxième chance est une action primordiale de la politique d'aide à l'autonomisation et à l'employabilité et à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes mise en place par le Conseil régional de la Nawa, elle est surtout inscrite au programme présidentiel Une Côte d'Ivoire solidaire comme outil à part entière pour atteindre les objectifs du pilier 5, l'Ivoirien au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire. Ce projet est donc un exemple concret d'initiative régionale parfaitement intégrée dans le programme présidentiel national. Réduire le taux d'emploi informel des jeunes dans le secteur non agricole de 89% en 2019 à 83,2% en 2025. Réduire le taux d'emploi vulnérable des jeunes de 58,1% en 2019 à 26,65% en 2025. Pour la réalisation de ces objectifs ambitieux, un accent particulier est mis sur l'école de la deuxième chance, dont l'objectif
est de garantir le rattrapage scolaire des enfants ayant dépassé l'âge de scolarisation, notamment les jeunes en décrochage scolaire. 30 jeunes vont constituer la première section de formation en présentiel et en internat pour environ 6 mois de cours, dont 3 mois de pratique. L'agriculture, particulièrement le métier de seigneur DVA, la pêche, l'élevage, le bâtiment et la mécanique automobile sont les domaines d'activité retenus. C'est la fin des journées de l'administration agricole délocalisée 9e édition. Pour consolider les acquis, les producteurs et aussi les structures de l'administration déconcentrée ont reçu un appui. Il se chiffre à plus de 878 millions de francs CFA. Les partenaires au développement ont réitéré leur appui au secteur agricole de la Côte d'Ivoire. Et la région de Bondoukou, elle, s'ouvre à l'EVA culture. Sur 4000 hectares plantés, 60% sont rentrés en production. Mais la difficulté majeure reste pour les producteurs le transport. L'usine la plus proche de Bondoukou est à 200 km. Noël Niagno. L'EVA culture dans la région de Bondoukou. L'idée a fait son chemin malgré le handicap naturel de la pluviométrie. C'est grâce à M. Kobena Tatoma, l'initiateur de cette culture. Et il y a eu des années, selon les on dit que l'EVA ne pouvait pas réussir ici. Mais lui, il a eu l'expérience pour pouvoir envoyer des experts pour venir inspecter le terrain. Les superficies exploitées pour l'heure sont de l'ordre de 4000 hectares, avec un rendement au-dessus de la moyenne. Quand nous faisons nos calculs du rendement pour les premières années, nous travaillons sur la base de 400 à 300 kg de caoutchouc par hectare et par mois. Ici, les résultats que nous avons obtenus, dans certains cas, ils vont jusqu'à 500, 600 kg. Toute cette plantation que vous voyez, ça a été une plantation de JBG, tendance entre 20 à 25 tonnes par mois. Voilà. Puisque ce n'est pas toute la plantation qui produit. Actuellement, on est encore en création. La difficulté conjoncturelle reste le coût du transport. Les premières usines sont situées à 250-300 km de la région. Ce qui fait qu'il y a le coût de transport qui est quand même un peu élevé pour les nouveaux producteurs. Un handicap qui va certainement être surmonté par les opérateurs économiques avec l'installation d'unités de première transformation. Surtout que la matière première est à proximité. L'amicale des anciens de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a rencontré le directeur général de la Maison Bleue. Fosséni Dambélé leur a assuré un accompagnement de cette maison à laquelle ils se sont dévoués de nombreuses années durant. Reportage. La volonté des anciens agents de la RTI, tout corps de métiers confondus, celle de renforcer et de perpétuer les liens d'amitié et de fraternité déjà établis entre eux du fait de longues années de service, a engendré la création de l'amicale des anciens de la RTI, 2A RTI. Avec le soutien du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, l'amicale des anciens de la RTI a vu le jour le 8 mai dernier. Cette organisation apolitique à but non lucratif a pour objet de fédérer ses membres autour de la solidarité afin de susciter un réseau d'entraide mutuelle. Élu premier président de l'organisation à l'issue d'une assemblée générale, Emmanuel Kofi, ancien journaliste sportif à Radio Côte d'Ivoire, traduit sa gratitude au directeur général de la RTI pour son entière disponibilité à soutenir la 2A RTI. Nous pouvons remercier le directeur général parce qu'il a énormément contribué à la création de cette amicale. L'amicale qui va permettre aux anciens de se retrouver et de partager encore des instants, nous l'espérons, agréables, vu que quand nous étions en situation professionnelle, pour certains à la radio, pour d'autres à la télé, nous avons vécu non seulement des moments professionnels, mais aussi des moments de convivialité que nous espérons pouvoir recréer à travers cette amicale. Le directeur général a fait part de sa considération et de son attachement envers les anciens agents de la RTI qui ont contribué à la vie de l'entreprise. Cette mutuelle, il fallait la créer, vous l'avez fait. Votre œuvre est connue et reconnue et vous demeurez dans le patrimoine humain de la conscience collective de la Côte d'Ivoire et aussi naturellement et avant tout de la RTI.
L'amicale souhaite aussi être associée à certaines activités de la maison. Des membres de la 2A-RTI sont prêts à partager leurs expériences avec les agents en activité. Le bureau exécutif de la 2A-RTI a prévu une rencontre avec le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie pour l'informer de la création de cette organisation. Direction le centre confessionnel de Biabou, c'est dans la commune d'Abobo. Un conseil de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire s'y est tenu. Il s'agit de mettre à jour les compétences des formateurs eux-mêmes au sein de l'AEMC. Anicette Konan et Godefroy Kambawa. Mettre à niveau tous les formateurs de l'AEMC, l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du CIMA 2021, le conseil des imams de cette association, à travers une formation dont le thème est « Formation dans les organes dirigeants de l'AEMC ». L'objectif pour nous, c'est d'essayer d'harmoniser le contenu de la formation pour que les AEMC partout sur le territoire national puissent être formés de la même manière. Et pour ce qui concerne surtout l'aspect religieux, nous faisons autant que faire se peut notre possible pour pouvoir aider le bureau exécutif. Pour le parrain ex-militant de l'AEMC, il était important d'accompagner ses jeunes frères face à tous les dangers qui minent le monde musulman. Sans formation, on ne peut pas aujourd'hui changer la société. Donc déjà, il faut que les AEMC soient formés. C'est une problématique qui s'est posée à nous quand on était encore étudiants. Il faut être mieux formé. Il faut voir les menaces qui planent à l'horizon, la menace du djihadisme, la menace de l'extrémisme violent. Il faut que nos formateurs soient mieux aguerris pour pouvoir donner le message de paix qui est véhiculé par l'islam. Pour le président de l'association, il était nécessaire de trouver des solutions pour renforcer la formation islamique à travers le conseil des imams de l'AEMC. Des ateliers, des formations qui ont eu lieu sur plusieurs thématiques liées aux réalités du moment. L'objectif était d'arrêter des résolutions liées au CIMA. L'un des objectifs également de ce CIMA, c'était de célébrer nos imams. Le CIMA se tient une fois tous les 2 ans. C'est le rendez-vous par excellence d'actualisation et de réforme de la formation de l'AEMC. Et on part en Égypte. Les temples et les sphinx de Karnak rénovés ont été inaugurés. Des chars pharaoniques et plus de 400 jeunes artistes vêtus de costumes ont défilé. Michel Digré. L'Égypte dévoile l'allée des béliers à Karnak. Lors d'une cérémonie grandiose, Abdel Fattah al-Sisi, le président, a inauguré l'allée de statues rénovée qui mène au temple du dieu Amon, l'une des principales divinités du panthéon égyptien. L'allée des béliers, qui relie les temples de Karnak et de Luxor, a été totalement ensevelie sous la poussière et toutes ces statues ont été enterrées. Elle a été découverte en 1949, mais entre 2005 et 2011, nous avons réalisé le plus important projet de restauration. Nous avons maintenant plus de 1000 statues, dont certaines sont sans tête. Karnak, vaste complexe au nord de Thèbes, la Luxor d'aujourd'hui, ses temples et ses palais, ainsi que les nécropoles de la vallée des rois et de la vallée des reines sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous continuons les travaux de fouilles tous les jours et nous menons des travaux de restauration de toutes les têtes des sphinx qui ont été trouvées afin qu'elles puissent être mises sur leur corps d'origine. Chaque année, des millions de touristes se pressent sur les sites de l'Égypte antique, notamment cette allée des sphinx à tête de bélier. L'objectif est de faire des lieux un musée à ciel ouvert dans un pays où le secteur touristique emploie 2 millions d'Égyptiens et génère plus de 10% du PIB. On assiste à des processions beaucoup moins heureuses dans les rues du Burkina Faso. Les manifestations, les forces de sécurité ont dispersé ce rassemblement interdit. Les manifestants réclament notamment la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ils le jugent incapable d'enrayer la spirale de la violence djihadiste qui endeuille régulièrement le pays. Et on en vient à la page culture de ce 20h. Les populations du canton Nowolo dans le Kabadougou renouent avec la tradition. Ils ont décidé de mettre en exergue leurs us et coutumes. Kader Sogodogo.
Séguélon, la cour royale retrouve du beau monde. Cela ne s'était plus produit depuis 4 années. À l'initiative du roi du Kabadougou, jouissant de la confiance de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, désormais tous les différends au sein du canton Nord-Wolo sont rangés dans les confins du passé. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Alors, chers parents du Nord-Wolo, soyons tous des vaillants défenseurs des us et coutumes du Nord-Wolo pour que nous soyons des hommes et des femmes dignes. El Hadj Koné Lanciné, infirmier diplômé d'État à la retraite, en sa qualité de chef canton du Nord-Wolo, peut compter sur toute la population pour faire perdurer ce climat de paix. Témoins du retour du canton Nord-Wolo dans la normalité, les représentants des cantons Bordougou, Sofa, Nafana, Bakrou Saba et bien d'autres. Première projection du film documentaire Dominique Ouattara, une vie au service de son prochain, écrit et réalisé par le journaliste reporter Serge Koléa. Cette œuvre est une initiative de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire. Serge Pacom Didi et Franck Kouadio. Elle a fait beaucoup plus pour la Côte d'Ivoire. Des personnalités politiques, dignitaires, religieux, artistes, hommes et femmes de médias, mais aussi des chefs d'entreprise, présidents d'ONG et la société civile rendent hommage par la magie du grand écran à la première dame, Dominique Ouattara. Tout le monde est unanime sur les actions de Madame la Première Dame. Sa vie se rime aujourd'hui avec le soutien à son prochain. Alors nous avons réfléchi. L'idée nous a été animée de produire le tout premier film documentaire sur la vie de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. J'ai aimé le film. Elle a posé beaucoup d'actions en faveur des femmes, en faveur des enfants. Et je trouve que c'est une dame de cœur. Dominique Ouattara, une vie au service de son prochain. Un film documentaire de 52 minutes marqué par des témoignages sur la vie de Dominique Ouattara. Une initiative de la Fondation des artistes africains réalisée et écrite par le journaliste reporter de la télévision ivoirienne, Serge Koléa. Cette œuvre met en exergue l'élan de solidarité vis-à-vis de son prochain, le don de soi, les actions sociales, parcours de la première dame, ainsi que d'autres facettes moins connues du grand public et qui caractérisent Dominique Ouattara. Le film est extraordinaire. On ne pouvait pas faire mieux. On a vu tous les aspects de l'œuvre de la première dame. L'histoire retiendra, la Côte d'Ivoire retiendra, l'Afrique retiendra, le monde entier retiendra toutes les actions de cette grande dame au grand cœur. La deuxième projection du film aura lieu le 16 décembre prochain à l'occasion de l'anniversaire de la première dame, Dominique Ouattara. On en vient à l'entretien de cette page culture et il est de retour sur notre plateau. Rebonsoir professeur. Bonsoir madame. Alors vous comptez à votre actif plusieurs livres, également des articles sur la culture, sur la politique en Afrique. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'écriture? Est-ce que cela a été une évidence pour l'homme de lettres que vous êtes? On a envie de vous demander. À la vérité, j'ai reçu une incitation très forte d'un parent et d'un ami et d'un condisciple qui est le ministre Ali Koulibaly. À l'époque, on était inséparables, on est toujours inséparés. Et un jour, on déjeunait régulièrement ensemble. Et un jour, il arrive avec, comme d'habitude, ses journaux et quelques livres. Et puis, il me dit, tu sais, tu devrais écrire. Je n'ai pas tout de suite pris l'incitation au sérieux. Et de proche en proche, je me suis mis à faire quelques analyses. Et je dois dire d'ailleurs que c'est Noël Eboni, que d'ailleurs Ali m'a présenté, qui était également un de ses amis et que je rencontrais régulièrement, qui va me faire gagner mon premier chèque en tant qu'auteur sur un article que j'avais écrit sur l'État-nation en Côte d'Ivoire et qui a été publié par Demain l'Afrique et qui avait retenu l'attention de Régis Debré. Était-ce votre toute première production? Oui, ce texte, ce n'était pas ma première production, c'était juste un article. Quand on est prof d'université ou universitaire, on a une obligation d'écrire des articles. Ça fait partie du processus de promotion interne.
Évidemment, en tant que prof de philo, en général, les gens écrivent sur des auteurs qui les impliquent sans toujours chercher des sorties vers le grand public, vers des questions socio-politiques. Et dans mon cas, je me suis très rapidement trouvé investi dans le champ de la culture. Et mon premier ouvrage en tant que tel, c'est Alpha Blondy, Reggae et Société, que j'ai écrit en 1987. Ça faisait 3 ou 4 ans qu'il était dans la place. Il était très maltraité. Et je dois dire que moi-même, je n'ai pas été très bien accueilli. Je vous dirais par exemple que... Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, professeur. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de Voilà pourquoi. C'est ça. Voilà, c'est cette œuvre qui vous amène sur notre plateau. Le titre nous rappelle les contes du père Voilà pourquoi, qu'on voyait à l'école primaire. Dites-nous, pourquoi vous avez choisi ce titre, Voilà pourquoi? Je l'ai choisi un peu pour la raison que vous venez d'évoquer, parce que ça fait une résonance dans toute la mémoire des enfants. Exactement. Et ce livre, je le dédie à mes enfants. Je me suis dit, ils connaissent les contes de Voilà pourquoi, ils entreront plus facilement. Mais le fond du problème, c'est que les contes que j'ai récapitulés dans ce texte, ils sont des contes de Bamoro Traoré, qui est un conteur né à Kong en 1927 et qui est mort à Kong également en 2000 après avoir sillonné toute la Côte d'Ivoire et être parti jouer au Ghana, au Burkina, partout il y avait des communautés Djoula, parce que les Malinqués de Kong s'assument comme Djoula, ils ne sont pas les seuls. À Bobo Dioulasso aussi, les gens s'assument, et je dois dire à Kolia aussi, il y a les Marabas qui s'assument comme Djoula. Et donc, Bamoro, moi je l'ai connu, j'ai eu la chance de connaître son premier accompagnateur qui était un de nos pères, mais à ce moment-là, je n'ai pas senti la morsure de l'écriture. Là-dessus, c'est un autre journaliste, Ladi Sidibé, qui après mon livre sur Alpha Blondy, m'a dit un jour, parce qu'à l'époque, j'écrivais aussi, j'étais dans des logiques de journaliste avec tous ses amis journalistes que je viens de citer. Il m'a dit, mais Bamoro, pourquoi tu ne ferais pas un livre sur Bamoro? Et c'est chose faite. Voilà. Nous allons voir tout à l'heure le reportage de Serge Pacom Didi et Franck Quadio qui nous décryptent justement cette œuvre et on revient tout de suite après. Les contes du père, voilà pourquoi. On s'en souvient bien dans le contenu programme scolaire il y a quelques années de cela. Eh bien, l'exercice est à nouveau réussi, cette fois par l'une des grosses plumes des littérateurs ivoiriens. Voilà pourquoi les contes de Bamoro Traoré de Kong, c'est l'œuvre d'une rencontre de 2 esthètes du discours traditionnel, mais aussi une rencontre de 2 cultures. Que dit l'œuvre? Des contes extraits de leur contexte originel mais traduits fidèlement en conservant leur forme poétique, ce qui permet d'établir ce lien entre les différentes générations. Le docteur Soumaoro Issouf, dans son commentaire Philosophie et administration générale, publié en août 2021, dira même que l'auteur résout en substance 2 problèmes, celui de l'écriture linguistique et celui de l'écriture corporelle. Le lecteur se projette au-delà du support papier et devient spectateur. Une habile façon d'intégrer dimension orale et écrite du conte pour mieux véhiculer le message. C'est le burel de l'auteur, le professeur Yacouba Konati, auteur de plusieurs livres sur l'art, la culture et la politique en Afrique. Il est professeur de philosophie et critique d'art. Alors, professeur Franck Quadio vient de le dire, on voit là la rencontre de 2 cultures, celle de l'écriture, dont vous êtes issu, et celle de l'oralité. Comment est-ce que vous avez fait pour garder intacts ces contes et même les faire vivre à travers cette traduction qui n'est pas forcément aisée quand on sait qu'il y a beaucoup d'onomatopées en Afrique, beaucoup d'expressions imagées. Comment vous arrivez à faire vivre ces contes-là aux lecteurs? En fait, c'est un challenge, mais je pense que très rapidement, on apprend qu'il faut renoncer à l'illusion de l'intact. On n'arrivera jamais à faire une traduction intacte. Et je pense qu'avant la tour de Babel, les langues, il n'y a pas une seule langue. Je pense que dès le début, il y avait plusieurs langues.
Et c'est cette pluralité des langues qu'on appelle aujourd'hui la diversité, qui renvoie à la diversité culturelle, qu'il faut assumer dans le travail de traduction en se rendant compte, en prenant fait et cause pour cette évidence qui est que on arrivera approximativement à dire ce qu'on a envie de dire, mais quand, par exemple, Bamoro raconte une scène entre deux paysans, il y a un qui arrive devant le champ de l'autre, il dit « Inike, comment tu traduis ça ?» Je dis, si tu veux le traduire littéralement, tu vas perdre ton temps. C'est comme quand je te dis bonjour, on dit Anisoma, comment tu traduis cela? Alors, donc, je pense qu'il faut faire son deuil une fois pour toutes. Moi, j'ai été très proche d'Amadou Kourouma, j'ai beaucoup lu, j'ai vu tout le travail qu'il faisait et évidemment, j'ai pensé à lui en faisant ce travail. Je dois dire qu'au départ, ce que je voulais faire, c'était une traduction bilingue. Tous ces contes ont été transcrits en djoula. Ou si vous voulez en malinké, je conserve cette traduction que je vais transcription que je vais peut-être publier un jour sur Internet. Intact. Voilà, mais il n'y a pratiquement pas de public aujourd'hui qui sache lire dans nos langues. Directement. Alors vous allez nous dire quel est le conte de Bamaro Traoré qui vous aura le plus marqué. Un petit résumé de ce conte, parce que là, on a 374 pages. Oui, je dirais tout de suite que c'est le conte dit d'Abakalasra, qui n'est pas seulement un conte, qui est une mise en récit de l'histoire personnelle de Bamaro. Bamaro, je pense que c'est important de le dire, Bamaro c'est un homonyme de Mori, Mori qui est le nom de Samori. Et comme vous le savez, Samori a détruit Kong. Et dans ce conte, il y a un rapport très fort à Samori, et il le chante, si j'en avais eu le pouvoir, personne à Kong ne sera autorisé à donner le nom de Mori à son enfant, parce que c'est Samori qui a détruit mon pays, c'est Samori qui a fait de Kong un pays en ruine. Donc il assume, il raconte cette histoire, mais il raconte sa propre histoire. Bamaro, c'est un Woloso, c'est-à-dire un captif de case, et il n'a pas eu droit à l'instruction qui était arabe. Et je dois dire d'ailleurs que Bamaro, il est entré souvent en dialogue, parfois même en conflit avec les marabouts, parce que l'art qu'il pratiquait était considéré comme profane, impur, et en plus lui-même il sortait... Bon bref, dans ce conte... Bref, vous l'avez bien dit, merci professeur. En tout cas, pour les lecteurs qui sont intéressés, il faut se procurer l'œuvre pour savoir la suite donc, de cette histoire que vous racontez avec tant de passion. C'est tout un pan de l'histoire également qui est traduite Absolument. Là. Merci d'être passé sur notre plateau. Je me permettrai peut-être de dire que très, je vais procéder à une dédicace de ce livre le 8 décembre prochain à la Fabrique culturelle et le 17 décembre à la Rotonde des Arts. Merci professeur, merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Aboulaye Koné pour d'autres informations et demain 20h Marie-Laure Ngoran. Bonsoir. Merci.